Les échecs sont peut-être la discipline la plus mégenrée de tous les temps. Plus de 15 siècles après sa création, personne dans l'histoire n'est véritablement capable d'établir un consensus autour de son identité. S'agit-il d'un sport, d'un e-sport, ou alors d'un simple jeu de société ? Je pense ne pas trop me tromper si j'affirme que vous avez déjà entendu parler de près ou de loin des échecs. Cependant, pour ceux qui seraient un peu passés à côté, voici un petit rappel. Vous avez un plateau carré de 64 cases, donc 8 rangées de 8 et 16 pièces chacun. La moitié sont des pions qui avancent d'une case par une case, l'autre moitié est composée de 2 tours qui se déplacent en ligne, 2 fous qui se déplacent en diagonale, 2 cavaliers qui se déplacent en L, une dame qui combine les déplacements du fou et de la tour, et enfin le roi, la pièce à protéger, qui se déplace comme la dame, mais d'une seule case à la fois. 64 cases, 32 pièces, et un petit plateau pourtant capable de créer des parties aux possibilités illimitées. Une véritable guerre de territoire au sein d'un champ de bataille miniature, où des batailles spectaculaires y sont livrées, guidées par des stratégies toujours plus brillantes les unes que les autres. C'est ça, les échecs. Si l'on emploie un vocabulaire militaire pour désigner une partie d'échecs, eh bien ce n'est pas pour rien. Puisque si l'on revient sur son ancêtre le Chaturanga, apparu au VIe siècle, on comprend alors assez vite que le jeu s'est implanté dans le contexte d'une Inde divisée de toutes parts en plusieurs puissances militaires. Le Chaturanga tient d'ailleurs son nom de Chatur Anga, signifiant 4 corps, soit les 4 corps de l'armée. Il est clair qu'à l'époque, le plateau de Chaturanga était à l'image d'un champ de bataille miniature. Au XVIIIe siècle, les échecs ont alors une portée bien moins militaire mais plutôt philosophique. La complexité du jeu devient alors une attraction dans certains cafés comme celui de la Régence en France. Les intellectuels s'adonnent au plaisir de pouvoir se mesurer les uns les autres, si bien que François-André Philidor se mit à répertorier ses quelques idées d'ouverture et sa stratégie de défense dans un ouvrage très populaire qui sera sobrement titré « Analyse du jeu des échecs ». C'est à partir de ce genre d'ouvrage que le jeu d'échecs prend une autre dimension sur le plan stratégique et donne une portée spectaculaire aux parties. Les gens sont émerveillés par le jeu sensationnel de Paul Morphy, génie invincible du XIXe siècle, qui consiste en de multiples sacrifices et en un mat rapide et agressif. Et c'est aussi à partir de cette période que les échecs deviennent quelque chose de regardé, si bien qu'un des pays les plus influents du monde va vouloir capitaliser sur cette popularité nouvelle pour investir clairement le terrain en créant une véritable structure de formation qui leur vaudra une franche domination au XXe siècle. C'est aussi ce pays qui va donner naissance à l'une des plus grandes légendes des échecs, Garry Kasparov. Je parle, bien évidemment, de la Russie. Les échecs connaissent leur première vraie institution. Kasparov assoit sa domination et impressionne la scène mondiale, jusqu'à ce qu'il se mesure à Deep Blue, une intelligence artificielle de l'époque, tristement connue pour l'avoir battu à l'issue de la dernière partie d'une longue série de 6 matchs. Cette défaite, en plus d'être symbolique, plante alors la graine d'un énorme changement à venir. Certains pensent, à tort, que cette victoire viendrait enterrer le prestige du jeu et clouerait définitivement ses perspectives d'être un jour vu, aux yeux de tous, comme un sport à part entière. Et oui, car selon eux, quel intérêt de donner du crédit à des gens qui se font battre par des machines ? Les échecs, qui jusque-là connaissaient une véritable croissance en popularité, se voient aujourd'hui confrontés à un tournant majeur dans leur histoire. Bon, cela n'a pas non plus mis fin à la carrière du grand Kasparov, que l'on continue à voir au très haut niveau, puis arrive un jour où celui-ci se retrouve, à l'issue d'un tournoi fort habituel pour lui, à affronter un enfant de 13 ans. Oui, un enfant. Puisque c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport, il n'est pas possible de le réduire au physique et à la carrure des joueurs. Et cet enfant de 13 ans est déjà observé par de nombreuses personnes. Cette confrontation n'est pas anodine, elle est attendue.
Le résultat n'est vraiment pas décidé à l'avance. Le match se termine sur un nul, une immense légende, mise en échec par un enfant pas comme les autres, son nom, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, c'est simple, c'est la personne la plus influente du monde des échecs modernes, la personne ayant atteint le plus haut score au classement mondial, considéré par beaucoup comme étant le GOAT des échecs. Propriétaire de plusieurs sociétés avant que son groupe ne se fasse racheter à prix d'or par Chess.com, la première plateforme d'échecs en ligne sur le marché actuel, Magnus est un symbole d'influence, de génie, de persévérance et surtout d'avenir. C'est simple, aucun athlète dans le monde ne vous livrera en interview qu'il se sent capable de rivaliser avec Magnus à son plein potentiel. Il est littéralement seul sur son sommet. Son parcours est tellement impressionnant qu'il en a inspiré beaucoup, bon nombre faisant partie de ses rivaux. C'est aussi grâce à ce genre de rivalité saine, drôle et captivante, comme celle que Magnus a pu entretenir avec l'américain Hikaru Nakamura, que les échecs ont su surfer sur la popularité des formats courts sur les réseaux. Queen h4, g3, knight g3, check, c6, queen b7, knight h1, king there. I don't know what's going on, I'm just gonna castle, I don't want to think too much. Une popularité qui a connu une ascension fulgurante avec la pandémie de Covid-19. Confiné chez lui, le monde entier s'est massivement tourné vers le numérique. Ajoutez à cela le succès planétaire de la série Le Jeu de la Dame sur Netflix, et vous obtenez le combo parfait, les échecs étaient devenus le phénomène mondial du moment. Alors que les histoires s'écrivaient toutes seules, une nouvelle génération d'influenceurs dédiés à la discipline est apparue pour pouvoir les suivre et les compter. Ils ont permis au grand public d'appréhender sa dimension sportive, des créateurs capables de faire comprendre qu'un sport, aussi physique soit-il, n'est un sport que parce qu'il rassemble du jeu et de l'effort. Puisque oui, en quelques chiffres, pour un tournoi d'échecs classique de plusieurs jours, les athlètes peuvent brûler jusqu'à 6000 calories et maintiennent un rythme cardiaque extrêmement élevé à cause de la tension. On parle ici d'une intensité comparable à d'autres sports de niveau olympique. Cette violence psychologique et corporelle est tellement forte qu'elle a même donné naissance à des disciplines sportives hybrides comme le chessboxing, où les adversaires alternent littéralement entre un round de boxe sur un ring et un round d'échecs sur plateau. Fort de ces arguments, la FIDE a logiquement soumis une demande pour être intégrée au JO 2024, qui aurait eu lieu l'année des 100 ans de sa création. Et alors, comme pour boucler la boucle d'une controverse sans fin, la FIDE a bien entendu vu sa demande être refusée. À la place, on a eu le breakdance, sans doute jugé plus spectaculaire. Puis comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, Magnus prend peu après la décision de se désolidariser d'une FIDE fraîchement centenaire et sans doute jugée beaucoup trop vieille. Une décision qui survient notamment après qu'on lui interdit de jouer en jean. Bref, quoi qu'il en soit, c'en est trop pour l'égérie moderne des échecs, qui décide alors, une nouvelle fois, de prendre le pari de l'avenir. Maintenant, rappelez-vous de Deep Blue, l'IA capable de battre Garry Kasparov, et bien imaginez qu'on puisse aujourd'hui s'en servir pour déterminer, à la seconde près, tous les meilleurs coups d'une partie. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Stockfish, le moteur d'intelligence artificielle le plus puissant au monde. En l'intégrant directement aux plateformes, les joueurs peuvent désormais analyser leurs erreurs et progresser infiniment plus vite. C'est à partir de là que les échecs en ligne deviennent alors une évolution crédible et inarrêtable. Magnus, c'est le fondateur d'un sacré paquet de sociétés dédiées aux échecs en ligne, qui ont finalement été rachetées par le numéro 1 actuel, Chess.com. Chess.com, c'est la référence, et légitimement le pilier de la transition des échecs au sein d'un écosystème extrêmement frais, qui a déjà eu l'occasion de faire l'objet de tests aux Jeux Olympiques, je parle bien entendu de l'e-sport. Là où le football ou les sports automobiles sont forcément très différents sur écran qu'en conditions réelles, les échecs sont le seul sport à s'être aussi bien transformé. Il est le seul à n'avoir connu quasiment aucun changement entre le plateau réel et l'électronique, ce qui a rendu sa transition extrêmement fluide, et a permis aux structures e-sport d'accueillir à bras ouverts certaines légendes de ce jeu. Magnus chez Team Liquid, MVL, notre légende française chez Team Vitality, et j'en passe, les échecs débarquent dans un système qui les accueille à bras ouverts. Et la consécration de ce mariage inattendu aura lieu en juillet 2025, les échecs feront leur apparition officielle à la Coupe du Monde d'e-sport à Riyad, s'imposant aux côtés des plus grands mastodontes du jeu vidéo compétitif.
les échecs sont prêts à conquérir la scène et le cœur des nouvelles générations.